de bonheur. Et on va débattre de ce sujet avec 4 invités sur ce plateau. Michèle Vullien, bonjour. Bonjour. Sénatrice UC du Rhône. Je précise que vous avez voté contre cette proposition de loi. Également sur ce plateau, Sophie Taillé-Polian, sénatrice Génération, apparentée socialiste ici au Sénat, sénatrice du Val-de-Marne. Vous aussi, vous avez voté contre cette proposition de loi. Également sur ce plateau, Arnaud de Belenet, bonjour. Sénateur La République En Marche de la Seine-et-Marne, vous avez voté pour cette proposition de loi, vous nous expliquerez pourquoi. Et enfin, sur ce plateau, Roger Carucci, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, et vous aussi, vous avez voté pour cette proposition de loi qui, il faut le dire, était issue de votre groupe. Ah oui, ça aide. Effectivement, ça aide. Roger Carucci, retour d'abord à la séance d'hier, à l'adoption définitive par le Parlement de cette proposition de loi dite anti-casseurs, dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale. Pourquoi, Roger Carucci, la majorité sénatoriale a-t-elle fait le choix d'adopter ce texte sans le modifier, alors qu'elle avait à y redire? Tout simplement parce que si on veut donner des éléments au gouvernement pour assurer le maintien de l'ordre, il ne faut pas traîner. Déjà, le gouvernement a beaucoup traîné, puisque... Bien sûr que c'est un texte imparfait. Vous pouvez me citer une loi parfaite, juste pour que je la garde dans mes archives. Mais il n'y a pas de texte parfait. En tout cas, ce texte a l'avantage d'exister, de donner au gouvernement des moyens pour assurer l'ordre public et l'ordre républicain. Je ne dis pas que le texte est parfait, je dis seulement que si on avait modifié, ça repartait dans la navette à l'Assemblée, ça refilait en CMP, et donc le gouvernement n'avait pas de texte avant au moins 3 mois. Donc c'est absurde, il faut maintenir l'ordre républicain maintenant. Un principe d'efficacité. Alors Arnaud de Belenet, hier vous avez voté pour cette proposition de loi. Pourtant, par exemple, si on revient au mois d'octobre, le groupe avait alors voté contre. Mais depuis, les manifestations des Gilets jaunes sont passées par là et donc il y a ce principe, ce pragmatisme. Oui, on peut le voir comme ça. On peut voir aussi une autre réalité qui est que le texte initialement proposé a été fortement, contre lequel on a voté, pour des raisons juridiques et de constitutionnalité, a été fortement amélioré par l'Assemblée. Une fois n'est pas coutume, en général c'est l'inverse entre le Sénat et l'Assemblée. C'est tellement amélioré qu'il y a une saisine sur 3 points du président de la République. Et il revient, il revient, et néanmoins, comme il a suscité un débat, et les points de critique vont être évoqués, qui témoignent d'inquiétude sur la constitutionnalité du texte pourtant amélioré, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel. Ça me paraît très sain, même si à titre personnel je n'ai pas d'inquiétude sur le parfait respect des droits et bien au contraire sur ce texte qui consolide le droit à manifester et qui sécurise et qui permet aux forces de l'ordre de faire leur travail, et effectivement il y a urgence. Une loi de protection, dit donc Arnaud de Belenet, Sophie Taillé-Polian. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec cette analyse. Pour vous, c'est une loi liberticide? C'est une loi de protection des gouvernements. Voilà, qui pourront ainsi, grâce à leurs autorités administratives, décider de qui sont les manifestants qu'ils souhaitent. Bon, j'exagère évidemment à dessein, mais le principe est bien là. Le principe est bien là et on transfère, une fois de plus, parce que ce n'est pas nouveau, ce transfert des pouvoirs du juge vers le pouvoir administratif. Et c'est une tendance lourde qui est inquiétante pour notre démocratie et qu'on a vu se multiplier ces derniers mois, ces dernières années. Donc évidemment que c'est une loi inquiétante qui réduit le droit de manifester. C'est une évidence. Et ce n'est pas une loi efficace puisque c'est une loi qui est quand même très discutable du point de vue de sa constitutionnalité. Donc je ne crois pas qu'on ait gagné en efficacité et en temps puisqu'il y a des recours qui sont posés qui ont quand même des chances d'aboutir et de prospérer. Michèle Vullien, c'est une loi très discutable. Vous faites partie de cette quinzaine de sénateurs centristes qui ont voté contre cette proposition de loi. Effectivement, parce que je pense que nous avions déjà tout un arsenal et qu'il faut savoir mettre en place ce qui existe déjà. Cette loi, pour moi, c'est une loi un peu opportuniste. Au Sénat, je suis étonnée quand même qu'elle soit passée, parce que le Sénat, on est quand même des gens qui devons réfléchir sur du temps long pour voir quelles sont les conséquences. Et on voit très bien que cette dérive, justement, alors on peut qualifier de liberticide, moi j'irai peut-être pas jusque-là, mais on commence à se diriger là-dessus, qui est un peu plus pour répondre à l'angoisse de la population. Parce que moi, je suis contre ces casseurs. Quand on voyait des gens à la télévision en train de casser, par exemple, une vitrine, quelqu'un qui casse une vitrine, il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi pour dire on le stoppe. Donc déjà, sur l'ensemble... Une loi inutile, en plus. Loi inutile et dangereuse sur la façon dont elle
elle avance. On va continuer à parler de cette proposition de loi anti-casseurs, mais d'abord je voudrais revenir à un petit moment de la séance hier avec un échange entre un sénateur communiste, Pascal Savoldelli, et Christophe Castaner, que certains ont trouvé particulièrement silencieux hier soir. Écoutez. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, si vous vous adresserez au Sénat d'ici la fin de la soirée ou de la nuit. Je voudrais savoir si, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous prendrez part au débat et pas seulement délégué à Madame la rapporteure. Parce qu'il y a un moment, il faut assumer sa politique. Donc je voudrais savoir si dans la soirée ou dans la nuit, à un moment, vous nous adresserez à nous, quel que soit le type des amendements, et que vous défendrez votre point de vue. Voilà, vous pouvez nous répondre, c'est propre à tout le monde ici, c'est de savoir si vous allez seulement déléguer, Monsieur le ministre, ou assumer. Bon, j'ai vu que dans votre parcours, c'est un peu un parcours caméléon du point de vue politique, mais on verra si vous assumez là. Ouais, si, mais moi je le pense. Moi je le pense et je l'assume et je le dis. Mais enfin, répondez à la question, est-ce que dans cette soirée ou cette nuit, on va vous entendre? Monsieur Savoldelli, Monsieur le ministre, vous voulez répondre? Si Monsieur le sénateur avait participé à la totalité de nos travaux et était venu cet après-midi, peut-être qu'il aurait eu le plaisir de m'entendre. Il a fait un choix différent que je respecte parfaitement. Monsieur le sénateur, je vous invite à minima, au-delà des désaccords qui peuvent nous opposer, à respecter la personne que je suis. Bah oui. Bon, on a entendu la réponse de Christophe Castaner qui a dit qu'effectivement, il s'est exprimé dans l'après-midi. Bah oui. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas réellement eu une sorte de parcours caméléon de la part de l'exécutif? Je m'adresse à vous, Arnaud de Belenet. D'abord contre au mois d'octobre, puis pour au mois de janvier. Et puis là, on ne sait plus trop avec la saisine du Conseil constitutionnel. On va y revenir en détail, mais tout de même, ce sont des positions un peu fluctuantes, Arnaud de Belenet. Non, pas du tout. Elles sont totalement claires et constantes. Il y a une situation... non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il y a une situation qui est très claire. Ça fait sourire vos collègues. Tant mieux, non, parce qu'on apprécie le talent. Il y a une situation qui est très claire. C'est que nous avons des bandes organisées qui se cachent, qui ne sont pas là pour manifester, qui ne sont pas là pour contester, qui ne sont pas là pour exprimer une colère sociale. Bien au contraire, ils sont là pour casser le bien public et semer le désordre et le chaos. Ce sont des bandes organisées, ils s'organisent pour être anonymes, pour ne pas être perçus, et ce sont bien ceux-là qui doivent faire l'objet de mesures et d'un texte de loi adapté pour pouvoir être appréhendés et punis et rendus responsables de leurs actes. C'est ça le sujet. Alors on a eu un premier texte qui posait des problématiques juridiques, donc contre lequel on s'est abstenu, pas sur le fond, mais sur les sujets juridiques, et un second texte qui sort de l'Assemblée, qui est très opérationnel, mais qui suscite des inquiétudes. Le président de la République, comme il a le droit de le faire, a posé la question de la constitutionnalité pour rassurer tout le monde. Qu'est-ce qu'on a dans ce texte? Finalement, c'est très clair. On dit, si vous cassez, l'État peut engager votre responsabilité et vous payer. On peut vous interdire de manifester, et c'est ça qui dérange mes collègues. On peut vous interdire de manifester, parce que c'est très sain. Ces gens-là sont identifiés. Mais si on va les chercher pendant une manifestation, ça génère des émeutes sur place, donc c'est impossible pour les policiers d'aller les chercher pendant une manifestation. Donc on dit, ces gens qui ne viennent pas manifester, mais qui viennent semer le chaos, on leur interdit de manifester. Qui le fait? Le préfet. Et pas le juge, parce qu'on n'a pas le temps de saisir le juge. Et c'est ça qui pose problème. On nous dit, mais on est dans un état policier. Mais pas du tout. Le préfet a l'obligation de notifier cette interdiction 48 heures au moins avant la manifestation, et la personne concernée peut saisir le juge à travers un référé liberté qui se prononce en moins de 48 heures. Donc on voit bien que l'efficacité et le rôle du juge sont préservés, les libertés publiques sont préservées, mais on est efficace et on donne les moyens aux forces de l'ordre de faire leur travail. Roger Karoutchi, vous avez un allié inhabituel sur cette proposition de loi, avec cette défense de cette proposition de loi par la République en marche. Les débats internes à la droite sont fréquents au Sénat. C'est très bien parce que c'est constructif, tandis que je ne suis pas sûr que parfois avec la gauche ça le soit. Moi, je pense qu'il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. La vérité, c'est qu'on n'a pas les casseurs d'il y a 20 ans qui venaient piller les magasins. On les a. Mais il y a beaucoup plus. Il y a tous ceux qui, en réalité, issus des rangs des ultras, viennent déstabiliser la République et la démocratie. Absolument. Alors, de deux choses l'une, où on est capable d'assurer l'ordre républicain, et le gouvernement est capable de défendre la République,
Et dans ces cas-là, il faut l'autorité nécessaire pour faire en sorte que les manifestations ne dégénèrent pas. Il faut donc donner au gouvernement les moyens. Pourquoi ? Parce que c'est la police de la République. C'est la gendarmerie de la République. On n'a pas des forces putschistes, on n'en est pas à dire, comme on disait dans les années 30, est-ce que la police est dirigée par un préfet d'extrême droite? C'est la police de la République, c'est la gendarmerie de la République, ce sont les autorités légitimes de la République. On remet de l'ordre, parce que c'est l'ordre qui garantit la liberté. Alors comment est-ce que vous interprétez le fait que le président de la République saisisse le Conseil constitutionnel? Non, il a eu tort de ne pas attendre au moins que le Sénat ait voté. Voilà, il a eu tort de le faire la veille, je le dis clairement, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait la veille. Mais sur le fond, que le Conseil donne son avis maintenant, mais il aurait pu attendre le vote du Sénat. Sophie Taillé-Polian, pour le coup, eh bien, vous êtes sur la même position que le président de la République. Au moins sur la saisine du Conseil constitutionnel, les parlementaires de gauche demandent aussi une saisine du Conseil constitutionnel sur un certain nombre de points qu'ils jugent contraires à la Constitution. Nous nous interrogeons effectivement sur la constitutionnalité de ce texte. Peut-être que M. Macron s'interroge également, ce qui fait qu'il a saisi avant la fin des débats parlementaires le Conseil constitutionnel. Mais enfin, il eût pu tout aussi bien avoir un dialogue avec son Premier ministre et sa majorité pour éviter qu'on ne prenne ces dispositions. Il aurait pu aussi peut-être éviter les pressions exercées sur un certain nombre de députés En Marche pour leur intimer l'ordre de ne pas voter contre alors que leur conscience les y appelait. Alors qu'il y a une cinquantaine de députés En Marche qui se sont abstenus. C'est pas le en même temps, c'est le tout à la fois, c'est le grand n'importe quoi. On ne sait plus ce que pense ou le gouvernement, l'exécutif en tout cas sur ce sujet. Moi je voudrais revenir quand même sur la situation des mouvements sociaux en France, dans ce pays depuis quand même très longtemps. On a eu des mouvements très massifs, des mouvements sociaux très massifs, je pense à 2003 ou à 2010 sur les retraites, qui n'ont pas été entendus. Je pense aussi à la loi travail, à la loi El Khomri, qui n'ont pas été entendus. On a aujourd'hui un outil démocratique, les manifestations, alors même que ces manifestations, en tout cas je pense à 2003, à 2010, étaient tout à fait calmes et organisées par les contrôles intermédiaires, n'ont pas été entendues parce qu'il y a une sorte d'autisme, de surdité totale des gouvernements qui veulent passer en force. Et là, on en a, je dirais, un gouvernement qui est au paroxysme de cela. Donc on a, je dirais maintenant, des outils démocratiques qui ont été démonétisés parce que les politiques n'ont pas été en mesure de se dire, bon, là, ce projet de loi qu'on propose ne passe pas, remettons-nous autour de la table. Donc on est dans une situation sociale qui exacerbe les tensions et qui radicalise. Je pense que si on est dans cette constante surenchère dans laquelle on voit des interdictions de manifester de nature administrative, dans laquelle on voit aussi une répression policière, on est dans une escalade permanente. C'est pas comme ça qu'on va retrouver la concorde, la capacité à se parler, à trouver des positions de consolation, de conciliation, dans notre pays. C'est ce chemin-là qu'il faudrait prendre aujourd'hui et certainement pas celui d'une course à l'échalote pour plus de répression, ce qui va amener malheureusement, et je le déplore, peut-être une réaction de la part d'un certain nombre de groupes extrémistes de davantage de violence. J'ajoute pour terminer que des groupes, notamment d'extrême droite, dans des villes importantes de notre pays, ont pignon sur rue, ont des cafés ouverts où on discrimine et rien n'est fait contre eux. Alors, il y aurait certainement des choses à faire avant sur les groupes d'extrême droite qui sont extrêmement radicalisés, je le crois. Et d'extrême gauche. Michel Vullien, vous parlez de course à l'échalote. Il y a un de vos collègues, Loïc Hervé, qui hier a jugé qu'il y avait aussi une course à l'échalote, peut-être de la part du Sénat. Écoutez Loïc Hervé. Alors bon. Le Sénat n'a pas joué son rôle de protecteur des libertés publiques dans ce texte, puisque le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale n'est plus le même que le texte qui avait été voté au Sénat. Et en choisissant de voter conforme ce texte, nous rendons un service à la majorité à l'Assemblée nationale, qui elle-même a des atermoiements sur ce sujet. Et ne faisant pas ce rôle-là, on offre au président de la République une occasion incroyable de finalement jouer le bon rôle et de dire « je suis moi-même, président de la République, protecteur des libertés individuelles ». Erreur donc de stratégie pour Loïc Hervé de la part du Sénat qui ne joue pas son rôle de garant des libertés publiques, Michel Vullien. Moi, je ne partage pas complètement l'avis de mon collègue. Vous avez voté la même chose, mais vous n'êtes pas tout à fait du même avis. C'est intéressant. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de se dire on fait des lois, on fait des lois. Là, on était face, effectivement, à des exactions très fortes. Mais il me semble qu'on a l'armée aussi qui aurait pu intervenir. Moi, je crois que le gouvernement, sans doute, n'a pas été assez pugnace à un moment donné. On a laissé, parce que moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on voit des gens en train de casser, des gens qui sont avec des masses, avec des matraques, etc., et qui cassent, et que finalement, la police ou les gendarmes ou les forces publiques, on leur dit attendez, à un moment donné, aurait fallu être tout de suite sanctionné.
Et moi, je pense que ce n'est pas une loi et ce n'est pas de dire ceux-là vont être interdits de manifester parce que je ne sais pas comment ça peut être appliqué. Vous êtes interdit à Paris, mais vous allez à Lille, vous allez à Lyon, vous allez quelque part ailleurs. Comment le préfet va avoir la photo de tout le monde? Je pense que c'est un peu de l'affichage et on pourrait être beaucoup plus opérationnel et donner plus de moyens aux forces de l'ordre. Roger Karoutchi, tout de même, je voudrais revenir sur la question de la saisine du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous croyez réellement qu'il va y avoir une censure du Conseil constitutionnel sur tous les articles concernés, notamment avec cette nouvelle configuration du Conseil constitutionnel? Sénat, je ne suis ni Madame Soleil, ni la Pythie de Delphes. Donc, je n'ai pas de réponse. Mais que le président de la République se mette, entre guillemets, à couvert, après tout, c'est son affaire, même si j'aurais préféré qu'il laisse les groupes politiques des assemblées le faire s'il le souhaitait. C'est pas à lui. C'est que la deuxième fois depuis 60 ans que le président de la République saisit le Conseil constitutionnel. Il y avait eu François Hollande avant lui. François Hollande sur un texte de Manuel Valls. On voit ce que ça veut dire. Mais la vérité, c'est que je pense que c'était maladroit de la part du président de la République de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand il a repris ce texte et demandé au gouvernement de le reprendre, il voulait donner le sentiment qu'il pouvait incarner l'ordre républicain dans ce pays. En saisissant le Conseil constitutionnel, il brouille sa propre image. Est-ce qu'il est le garant de l'ordre ou est-ce que, au nom de la protection de liberté prétendument mise en cause, il n'est plus le garant de l'ordre? Donc je pense qu'il aurait mieux fait au moins d'attendre que le Sénat vote et ensuite de décider. Il a eu tort de le faire si vite. Je pense que le Conseil constitutionnel aura des commentaires ou des critiques. Je doute qu'il annule les 3 articles. Arnaud de Bellnay. Oui. On entend, Roger Karoutchi, brouillage d'image de la part du président de la République. On ne sait plus où on en est. Je ne partage pas pour une fois le regard de Roger Karoutchi sur ce point. Je crois que le président applique l'article 61, utilise les pouvoirs qui lui sont donnés. Tout ça est très sain et parfaitement orthodoxe. Mais il faut quand même se rappeler que ce dispositif, que je crois constitutionnel, est proportionné à l'objectif poursuivi, vise des gens... Alors pourquoi est-ce qu'il saisit si vous pensez, vous, par exemple, que c'est constitutionnel et proportionné? Qui sont auteurs Quelle est la visée du président de la République? Mais il y a une inquiétude qui s'exprime dans le débat parlementaire, à l'Assemblée comme au Sénat. Votre majorité, les 50 abstentionnistes à l'Assemblée nationale, notamment. Une question est posée. Personne n'avait, alors que d'autres pouvaient le faire, personne n'avait encore saisi le Conseil constitutionnel. Le président est dans son rôle, et je crois que c'est sain. Je crois que c'est très sain. Moi, je vois pas de problème de forme. On critique toujours la forme quand on n'a plus rien à dire sur le fond. On critique toujours la forme, puis on voit toujours une malice politicienne quand on a soi-même l'esprit un peu torturé. Dans la République, il n'y a pas de malice. Mais moi, voilà, on parle de gens, on parle d'un dispositif qui vise des gens qui sont hostiles à notre ordre républicain, qui sont hostiles à la démocratie, qui veulent la retourner. Ce sont ces gens-là qui sont visés. Ce texte, je crois, sera efficace contre ça. Mais une fois qu'on a dit ça, et qu'on se donne les outils pour traiter ce problème qui est croissant depuis plusieurs années, de ces manifestations d'ultra casseurs. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout réglé. Moi, je rejoins notre collègue lorsqu'elle dit on a besoin de fédérer autour des réformes, de consolider. Et on voit bien que notre système pyramidal, qui est le seul qu'on ait jamais connu dans l'histoire de l'humanité, est mis en cause, et de manière accélérée, particulièrement violente, par les réseaux sociaux. On voit qu'on a besoin que le pouvoir s'exprime et associe davantage, que les choses soient plus réticulaires. De ce point de vue-là, le grand débat est un tâtonnement. Et je crois qu'effectivement, les prochains projets de loi, les prochaines grandes réformes devront s'appuyer sur une forme de concertation, pas la cogestion, pas le bazar, chacun dans ses fonctions, chacun en responsabilité, mais au moins avec une information, une pédagogie et j'espère, une réappropriation des enjeux et une meilleure maîtrise des enjeux par chacun. Je crois qu'on a besoin de cette nouvelle légitimité pour faire avancer notre pays. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous faire réagir tout de même à un sujet qui est tout à fait lié à celui-là. C'est le rapport de Jacques Toubon, hier, qui a, lui, dénoncé un renforcement de la répression en France, un recul des libertés, qui demande d'ailleurs à nouveau dans son rapport la fin des lanceurs de balles de défense. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Toubon, Sophie Taillé-Polian? Moi, je crois effectivement que dans le traitement de ces manifestations, il y a eu
non-application de la doctrine de maintien de l'ordre. La doctrine de maintien de l'ordre, c'est de se dire que les manifestants sont avant tout des citoyens et que les forces de l'ordre doivent montrer leur force pour ne pas avoir à l'utiliser. C'est vrai qu'il y a eu énormément de débordements, mais on a vu quand même énormément d'interpellations, de gardes à vue préventives. On a vu énormément d'utilisation, notamment des LBD, mais d'autres types aussi d'armes de la police contre des manifestants qui n'avaient rien fait. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave pour notre démocratie et que le défenseur des droits est tout à fait dans son devoir que de dénoncer et d'attirer notre attention là-dessus. Je vais être beaucoup plus bref. Je dis aux défenseurs des droits, pour qui j'ai de l'estime et que je connais depuis longtemps, nous ne sommes plus dans le monde des bisounours. Et la société rousseauiste du bon garçon n'existe pas. La violence est banalisée dans la société. La République est menacée par ces fauteurs de troubles. Il faut prendre des mesures. La République, ça se défend. Ça n'est pas un régime éternel si on ne la défend pas. Donc Jacques Toubon a une vision un petit peu irréaliste de notre société. Un peu utopiste. Utopiste. Arnaud de Belenet ? Oui, si nous étions dans un monde idéal, il n'y aurait pas de casseurs, il n'y aurait pas besoin de protéger les policiers et donc des LBD. Nous ne sommes pas dans un monde idéal. Quelle est l'alternative aux lanceurs de balles de défense? Si nous n'en avons pas, ce sont nos policiers qui se font casser la figure et qui finissent à l'hôpital. Et s'il faut les armer autrement que par des LBD, c'est par des armes lourdes. Donc le LBD est merveilleusement imparfait, mais c'est hélas le seul outil dont on dispose. En 5 secondes, Michèle Vullien, pardon. Moi, je dis, il faut que les forces de l'ordre puissent se protéger avec les armes de bon niveau, mais il faut qu'elles puissent être protégées de façon efficace. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, ne manquez pas, on va plus loin, présenté par Delphine Gérard. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.